De tous les camps de l'Holocauste, Belzec était le plus meurtrier. Si une personne y était envoyée, elle n'en revenait pas. Dans la Pologne occupée par les nazis, Belzec n'était pas un camp de travail. C'était un camp d'extermination si létal que, contrairement à Auschwitz ou même Treblinka et Sobibor, il n'a laissé presque aucun survivant pour raconter au monde ce qui s'y passait. C'est pourquoi Belzec est l'une des zones d'ombre les plus sombres de l'Holocauste. Non pas parce qu'il importait moins, mais parce qu'il était conçu pour effacer les gens et les preuves en même temps. Et pourtant, il y a 2 évadés juifs documentés dont les noms et les récits ont survécu. Rudolf Raeder et Chaim Hirschman. Raeder s'est évadé en novembre 1942 et a publié plus tard ce qu'il a vu. Hirschman s'est évadé en 1943, a témoigné le 19 mars 1946 et a été tué le jour même. Combien de personnes ont été assassinées ici? Les archives nazies et les recherches ultérieures font état d'environ 434 500 victimes, tandis que d'autres estimations atteignent 600 000. Le nombre exact fait l'objet de débats. L'objectif, lui, ne l'est pas. Ce documentaire pénètre dans Belzec par la seule petite ouverture que l'histoire nous ait laissée. 2 voix et le silence de tous les autres. 1er novembre 1941. Dans une forêt près du village polonais de Belzec, la construction commence. Le site n'est pas choisi au hasard. Il se trouve le long de la ligne de chemin de fer Lublin-Lwów, un accès parfait aux principaux centres de population juive. C'est près de la ligne de démarcation entre la Pologne occupée par les nazis et le territoire soviétique, et il y a déjà des infrastructures. En 1940, un camp de travail forcé fonctionnait ici, où les prisonniers construisaient des défenses anti-chars le long de la ligne Otto. Les nazis connaissent le terrain. Ils savent que les habitants ne poseront pas de questions. L'architecte de ce nouveau camp rend compte au Gruppenführer SS Odilo Globoknik, le chef de la SS et de la police de Lublin. Globoknik répond directement à Heinrich Himmler. Le projet a pour nom de code Opération Reinhard, du nom de Reinhard Heydrich, l'homme qui a présidé la conférence de Wannsee, où la solution finale a été officialisée. L'opération a un seul but: exterminer les Juifs du gouvernement général, le cœur de la Pologne contrôlée par les nazis. 3 camps vont mener à bien cette mission: Belzec, Sobibor et Treblinka. Ensemble, ils assassineront près de 2 millions de personnes. Mais Belzec vient en premier. Belzec est l'expérience. L'homme choisi pour le diriger est Christian Wirth. Wirth est un vétéran du programme d'euthanasie T4, l'opération secrète des nazis visant à assassiner les Allemands handicapés dans les institutions psychiatriques. Entre 1939 et 1941, Wirth supervisait des chambres à gaz déguisées en douche dans des centres comme Brandenburg et Hortheim. Il a appris à tromper les victimes pour qu'elles obéissent, à traiter les corps efficacement, à cacher les preuves. Désormais, il applique ses leçons à une échelle industrielle. Wirth est brutal, sadique. Son personnel le surnommera Christian le Sauvage et Christian le Terrible. Mais il est aussi méticuleux. Il conçoit Belzec avec précision. Le camp mesure environ 270 mètres de côté. Compact, efficace. Il est divisé en 2 sections. Le camp 1 abrite l'administration, le stockage des biens volés et les baraquements des gardes. Le camp 2 est la zone d'extermination. Chambres à gaz, fosses communes et l'étroit sentier clôturé que les prisonniers appellent le tube. Tout le site est entouré d'une double clôture, de grillages et de barbelés, camouflés par des branches de pin pour occulter la vue, des miradors à intervalles, des mitrailleuses, des projecteurs. Mais ce n'est pas une prison. Il n'y a pas de baraquement pour détenus, pas d'atelier, aucun semblant de détention à long terme. L'espérance de vie moyenne d'un arrivant à Belzec est de 2 heures. Fin février 1942, les chambres à gaz sont prêtes. 3 pièces en bois dans un baraquement. Chaque chambre mesure environ 4 mètres sur 8. Les murs sont à double paroi
isolés avec du sable pour l'insonorisation. De fausses pommes de douche pendent du plafond. Un panneau indique « vers les bains et les salles d'inhalation ». Mais il n'y a pas d'eau, pas de plomberie, juste la mort. Wirth teste le système en février. De petits groupes de juifs des villes voisines sont amenés. Des tueries expérimentales utilisant du monoxyde de carbone en bouteille. L'objectif, déterminer la capacité, le temps, l'efficacité. On dit aux victimes qu'elles vont être réinstallées. Certains soupçonnent la vérité, mais n'ont pas le choix. Les portes se scellent. Le gaz est libéré. La mort survient en 15 à 30 minutes. Les expériences fonctionnent. Mais Wirth veut un système autonome, quelque chose qui ne nécessite pas d'envoi constant de bouteilles de gaz. Il ordonne donc l'installation d'un moteur diesel, récupéré sur un char soviétique. Lorsqu'il tourne, il envoie l'échappement de monoxyde de carbone directement dans les chambres. Aucun approvisionnement externe requis, juste du carburant et des victimes. Les expériences réussissent. En mars, Belzec est opérationnel. Le modèle est achevé. Et les transports commencent. Mais Wirth n'est pas satisfait. Les 3 chambres en bois ne peuvent traiter que quelques centaines de personnes à la fois. Alors que les déportations s'accélèrent, le camp ne suit plus. Les corps s'entassent. L'odeur se répand. En juin 1942, les gazages s'arrêtent. Wirth ordonne la construction d'un nouveau bâtiment. Plus grand, plus efficace, permanent. Il est promu inspecteur des 3 camps de l'opération Reinhardt, étendant les méthodes de Bełżec à Sobibór et Treblinka. Le nouveau commandant, Gottlieb Hering, vétéran du T4, prend le relais en juin et supervise l'expansion. Les nouvelles chambres à gaz sont en briques et béton. 6 salles, chacune pouvant contenir 400 à 500 personnes. Les murs sont peints en blanc, de faux carreaux au sol. La tromperie est peaufinée. À la mi-juillet, les nouvelles chambres sont opérationnelles. La capacité de mise à mort, elle quadruple. Mais qui fait fonctionner cette machine? Qui travaille dans un lieu conçu uniquement pour tuer? Le personnel allemand, 20 à 30 SS, sont presque tous des vétérans du programme T4. Wirth les choisit lui-même. Des hommes comme Joseph Oberhauser, son adjudant. Des hommes comme Eric Fuchs, qui installe les fausses douches et témoignera plus tard, Wirth nous a dit qu'à Bełżec, tous les Juifs devaient être liquidés. L'essentiel de l'effectif, de 90 à 120 hommes, sont des gardes ukrainiens et polonais, souvent d'anciens prisonniers soviétiques formés au camp de Trawniki. On leur promet nourriture, solde et survie, en échange de leur obéissance. Ils gardent les clôtures, poussent les victimes vers les chambres à gaz et abattent les résistants. Et puis il y a le Sonderkommando, la brigade de travail juive. À tout moment, environ 500 à 1000 prisonniers sont maintenus en vie pour assurer le processus. Ils déchargent les trains, trient les bagages, nettoient les chambres à gaz, enterrent les corps. Ils savent exactement ce qui se passe ici et que leur vie dépend du silence et de l'obéissance. La plupart des Sonderkommandos sont tués toutes les quelques semaines et remplacés par des nouveaux. De nouveaux travailleurs ignorant le système, non organisés et encore faciles à contrôler. Mais certains survivent plus longtemps, apprennent les rythmes du camp et d'autres, comme Rudolf Raeder, s'échapperont pour raconter au monde ce qui s'est passé. À la mi-mars 1942, Bełżec est prêt. La machinerie est en place. Le personnel est formé. La tromperie est parfaite et les premiers convois massifs sont sur le point d'arriver. Le pipeline de la mort s'ouvre et il fonctionnera pendant 9 mois implacables. Fin mars 1942, dans le ghetto de Lublin, des avis apparaissent. Réinstallation à l'Est pour le travail. Les familles juives reçoivent l'ordre de se rendre à Lumschlagplatz, le point de rassemblement, avec une valise, 2 jours de vivres et tous leurs objets de valeur. On leur dit qu'on leur assignera du travail en Ukraine. Des fermes, des usines, un avenir. C'est un mensonge, conçu pour garantir leur obéissance. Le matin du 17 mars, 1400 Juifs sont raflés à Lublin. Ils sont détenus toute la nuit dans une synagogue.
Des familles entassées, des enfants qui pleurent, des vieillards désorientés. Le lendemain matin, on les conduit vers un abattoir près de la gare. Le symbolisme est involontaire, mais il fait froid dans le dos. Ils sont chargés dans 19 wagons de marchandises. À midi, le train part pour Belzec. Aucun n'en reviendra. Au cours des 2 semaines suivantes, 17 000 autres Juifs de Lublin suivent. Puis des convois venant de Lvov. Puis des villes du district de Lublin et de Galicie orientale. Les trains arrivent quotidiennement, parfois plusieurs trains par jour. Chaque convoi transporte de 2000 à 2500 personnes. Des hommes, des femmes, des enfants, des nourrissons, des vieillards, des familles entières, des communautés entières. Le voyage vers Belzec est atroce. Wagons de marchandises, wagons à bestiaux, scellés. Pas de ventilation, pas d'eau, pas de toilette. Les gens sont si serrés qu'ils ne peuvent pas s'asseoir. La chaleur est étouffante en été, glaciale en hiver. Les enfants pleurent jusqu'à ce que leur voix s'éteigne. Les personnes âgées s'effondrent. Certains meurent debout, maintenus par la pression des corps. Dans certains convois, 20% arrivent morts. Quand le train arrive enfin à la gare de Belzec, il ne s'arrête pas au quai. Il recule sur une voie de garage, une voie étroite qui mène directement au camp. Un vieil employé des chemins de fer allemands nommé Rudolf Gokul actionne l'aiguillage. Jour après jour, convoi après convoi, il voit chaque train entrer. Il sait qu'aucun ne revient. Le train s'arrête à l'intérieur des portes du camp. Les gardes ukrainiens ouvrent brusquement les portes. Les SS hurlent « Raus, schnell, laissez vos bagages, vous les récupérerez après la désinfection ». Les gens sortent en titubant, désorientés, épuisés, terrifiés. Certains tiennent à peine debout. Ils sont rassemblés dans une cour. Christian Wirth lui-même s'adresse parfois aux nouveaux arrivants. Son ton est bureaucratique, presque rassurant. Vous êtes arrivés dans un camp de transit. Vous serez triés par profession. Tout le monde doit se doucher et être désinfecté avant d'aller dans les camps de travail. Certaines victimes applaudissent. Elles veulent y croire. L'alternative est impensable. Mais alors, les hurlements commencent. Les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite. Allez, plus vite. Les fouets claquent. Les chiens aboient. Les familles sont déchirées. Un père tend le bras vers sa fille. Un garde le pousse en avant. La foule s'agite, poussée par la peur et la confusion. Ceux trop faibles pour marcher, les malades, les vieux, les bébés, sont séparés aussitôt. Ils sont portés ou traînés vers d'énormes fosses à la lisière du camp 2. Un SS nommé Fritz German les abat d'une balle dans la nuque. Leur corps bascule dans les fosses. Cela se passe à la vue de tous. Le message est clair. L'obéissance ou la mort. Les autres sont conduits au baraquement. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. On leur ordonne de se déshabiller complètement. Laissez vos vêtements pliés. Attachez vos chaussures ensemble. Vous en aurez besoin après la douche. On coupe les cheveux des femmes. Vite, brutalement, par des Sonderkommando avec des cisailles. Les cheveux seront collectés, emballés, envoyés en Allemagne pour rembourrer des matelas et faire du feutre industriel. Nus, humiliés, terrifiés, les victimes sont poussées vers le tube. Un couloir étroit de 3 mètres de large, 150 mètres de long, clôturé de barbelés et camouflé par des branches. On ne voit pas par-dessus, on ne peut pas faire demi-tour. Le chemin ne mène que dans un sens. Des flèches peintes indiquent la voie. Au bout se dresse le bâtiment des chambres à gaz. Cela ressemble à un établissement de bain. Mur blanc, une porte marquée « salle de douche ». Les Sonderkommando crient « dépêchez-vous, l'eau refroidit ». Des gardes avec des fouets poussent les traînards. La foule presse par derrière. Certaines victimes réalisent la vérité, l'odeur de la mort, l'absence de plomberie. Mais il est trop tard. Les chambres se remplissent. 400, 500 personnes entassées dans un espace prévu pour bien moins.
épaule contre épaule. Des enfants portés à bout de bras pour ne pas être écrasés. Les vieillards piétinés. Les portes claquent. Lourdes, hermétiques. Les verrous métalliques se referment. Dans un hangar voisin, un moteur diesel vrombit. Un SS le fait fonctionner. Plus tard, ce hangar sera ironiquement nommé Fondation Achenholt, d'après le SS Scharführer Lorenz Achenholt, l'un des techniciens qui entretenait l'appareil de mort. Le moteur pompe les gaz d'échappement de monoxyde de carbone directement dans les pièces scellées. La mort n'est pas instantanée. 15 minutes, 20, parfois 30. Le monoxyde de carbone remplace l'oxygène. Les victimes suffoquent, s'étouffent, griffent les murs. Certains perdent connaissance rapidement. D'autres étouffent lentement. Les enfants meurent les premiers. Leurs petits corps succombent plus vite. Les cris résonnent, puis s'estompent. Quand le silence tombe, on coupe le moteur. Les portes du côté opposé, tournant le dos à la zone d'arrivée, s'ouvrent sur le camp 2, la zone de la mort. Les sondeurs commandos se précipitent. Ils n'ont que quelques minutes. Le transport suivant est déjà en train d'être déchargé. Ils sortent les corps, enchevêtrés, tordus, les visages figés dans l'agonie. Les dents en or sont extraites à la pince. Les alliances sont arrachées des doigts. Les objets de valeur sont collectés pour la SS. Les corps sont traînés vers d'énormes fosses, de 20 mètres de long, 10 de large et 5 de profondeur. Des fosses communes creusées par des travailleurs juifs avant le début des tueries. Les cadavres y sont jetés, couche après couche. De la chaux est répandue entre les couches pour accélérer la décomposition et masquer l'odeur. De l'arrivée à l'enterrement, moins de 2 heures. Puis le train est nettoyé, les voies sont dégagées et le transport suivant arrive. À la fin de mars 1942, plus de 30 000 Juifs de Lublin ont été assassinés à Belzec. À la mi-avril, 15 000 autres de Lvov. Les tueries continuent en mai, puis en juin. Les horaires ferroviaires ne faiblissent jamais. Les registres de propriété sont méticuleusement tenus. Les listes de garde sont maintenues. Ce n'est pas le chaos. C'est un processus. Puis, brusquement, tout s'arrête. Les vieilles chambres à gaz en bois ne suffisent plus. Les corps s'entassent plus vite qu'ils ne peuvent être enterrés. L'odeur est insupportable. Elle atteint les villages voisins. Quelque chose doit changer. Alors le camp ferme ses portes. Pendant 6 semaines, Belzec devient silencieux, mais il n'est pas abandonné. Il est modernisé et quand il rouvrira en juillet, il sera encore plus meurtrier. Juillet 1942. Belzec rouvre avec une nouvelle infrastructure. Les vieilles chambres à gaz en bois ont disparu. À leur place, un bâtiment permanent, en briques et en béton. 6 chambres, chacune capable de contenir 400 à 500 personnes. Les murs sont peints en blanc pour ressembler à un établissement de bain. Des portes renforcées, plus épaisses, plus lourdes, hermétiques. La tromperie est affinée. La capacité a quadruplé. Sous le commandement de Gottlieb Hering, le camp fonctionne avec une efficacité impitoyable. Entre juillet et décembre 1942, les transports s'accélèrent. Des trains arrivent de Cracovie, plus de 130 000 Juifs. De Lvov, 215 000 autres. Des petites villes de Galicie, certains transports acheminent des populations entières de ghettos, tous voués au même sort. Un témoin, un officier SS nommé Kurt Gerstein, se rend à Belzec le 18 août 1942. Gerstein dirige les services techniques de désinfection de la SS. Il a été envoyé pour inspecter les procédures du camp et observer le processus d'extermination. Ce qu'il voit le hantera pour le restant de ses jours. Le train de Gerstein arrive le matin. Il est accueilli par Christian Wirth, désormais inspecteur de tous les camps de l'opération Reinhard, qui lui fait faire le tour. L'odeur frappe en premier, même à des kilomètres de là. L'air empeste la décomposition. Au camp, Gerstein voit le nouveau bâtiment des chambres à gaz. Il voit le tube, il voit les baraquements. On lui dit que l'installation peut en traiter des milliers par jour.
Puis un convoi arrive. Gerstein rapportera plus tard. 45 wagons à bestiaux, environ 6700 juifs de Lvov. À l'ouverture des portes, 1450 sont déjà morts, asphyxiés pendant le voyage. Les survivants sont chassés à coups de fouet et de crosses de fusil. Gerstein regarde les familles se faire séparer, les vieillards se faire abattre à la fosse, les vivants être conduits vers le tube. Il écrira plus tard, des mères avec des bébés au sein, nus, elles s'avancent, hésitent, entrent dans les chambres de la mort. Une belle jeune fille passe, nue, fière. Puis les portes se ferment, mais le moteur ne démarre pas. Pas tout de suite. Il y a un dysfonctionnement. Le moteur diesel ne veut pas se lancer. Le mécanicien, Hackenholt, s'acharne pendant des minutes, puis 10 minutes, puis 20. Pendant ce temps, les victimes sont piégées dans les chambres à gaz, si serrées qu'elles ne peuvent plus bouger, cherchant leur souffle, étouffant sous la chaleur et la pression des corps. Wirth se tient dehors, fouettant le mécanicien, hurlant « Démarre-le, démarre-le !» Gerstein regarde sa montre. 25 minutes s'écoulent. 32 minutes. Certaines victimes à l'intérieur meurent déjà, écrasées, étouffées, évanouies. Enfin, après 2 heures et 49 minutes, selon le témoignage ultérieur de Gerstein, le moteur vrombit. Le monoxyde de carbone inonde les chambres. Gerstein regarde par une petite lucarne. Il voit les derniers instants des victimes. Les griffures sur les murs, les prières, les cris qui s'éteignent dans le silence. Après 32 minutes, les chambres sont ouvertes. Les corps sont retirés, mutilés, enchevêtrés, figés dans la terreur. Gerstein est si horrifié qu'il tente plus tard d'alerter le monde. Il aborde un diplomate suédois dans un train et lui raconte tout. Il tente de joindre le Vatican pour alerter le pape, mais personne ne le croit. L'histoire semble trop calculée, trop systématique, trop diabolique pour être vraie. Mais c'est bien réel et ça se passe chaque jour. À l'automne 1942, Belzec a assassiné plus de 400 000 juifs. Le rythme est implacable. Les chambres à gaz tournent en continu. Les corps s'entassent plus vite qu'on ne peut les enterrer. Les fosses communes gonflent. Les gaz de décomposition soulèvent le sol, créant des monticules qui bougent et se fissurent. La SS réalise qu'elle a un problème. L'inhumation n'est plus viable. Les fosses sont trop peu profondes, trop visibles. Et si l'armée rouge avance, les preuves seront indéniables. Un nouveau plan est donc mis en œuvre. Brûler les corps. Un expert SS en crémation, Herbert Floss, arrive sur place. Il conçoit d'immenses bûchers. Des rails sont posés sur les fosses communes. Les fosses sont exhumées. Des corps, des milliers, à divers stades de décomposition, sont extraits par les Sonderkommando et empilés sur les rails comme du bois de chauffage. On y verse de l'essence. Les feux sont allumés. Rudolf Raeder, forcé de travailler au bûcher, écrira plus tard « Les corps brûlaient lentement. Le feu atteignait des températures si hautes que notre peau se couvrait de cloques sous la chaleur. Nous utilisions des crochets pour séparer les corps qui fusionnaient entre eux. L'odeur était indescriptible et tout le temps, nous savions que si nous nous arrêtions, nous serions nous-mêmes jetés au feu. Les crémations se poursuivent pendant des mois. Début 1943, chaque fosse commune a été vidée. Chaque corps est réduit en cendres et en os. Les fragments d'os sont broyés avec des maillets et dispersés. Les cendres sont enterrées dans de nouvelles fosses ou servent d'engrais dans les champs. La SS efface les preuves. Mais ils ne peuvent pas effacer les témoins. Les Sonderkommando ont tout vu. Ils ont travaillé aux chambres à gaz, aux bûchers, aux fosses communes. Ils connaissent les chiffres, les méthodes, les noms des coupables. Et cela fait d'eux une menace. La politique de la SS est claire. Toutes les quelques semaines, les anciens Sonderkommando sont exécutés et remplacés par de nouveaux arrivants. Ce cycle garantit que personne ne survive assez longtemps pour organiser une résistance ou s'évader. Mais une poignée de prisonniers survit plus longtemps. Ils sont qualifiés.
charpentiers, mécaniciens, serruriers. Et le camp a besoin de leur expertise. L'un d'eux est Rudolf Raeder. Et en novembre 1942, Raeder obtient une chance que presque personne d'autre n'aura, une sortie hors du camp. Rudolf Raeder a 61 ans, c'est un fabricant de savon de Lvov. Il est arrivé à Belzec le 16 août 1942 avec sa femme et son fils. Sa femme a été assassinée immédiatement. Son fils a probablement été tué dans les jours qui ont suivi. Raeder a été sélectionné pour le Sonderkommando en raison de ses compétences techniques. Il a été forcé de travailler aux chambres à gaz, aux fosses communes, aux bûchers. Il a vu des horreurs qui le hanteront à jamais. Mais Raeder est aussi observateur. Il apprend les rythmes du camp, les routines des gardes, les moments de vulnérabilité, et fin novembre, une occasion se présente. Le camp a besoin de tôles, de fournitures pour réparer les chambres à gaz et entretenir les grilles de crémation. Un officier SS nommé Fritz Jurman ordonne à Raeder d'accompagner un garde ukrainien, Karol Trudvine, en camion à Lviv pour acheter du matériel. C'est un ravitaillement de routine. Raeder est précieux, digne de confiance. Il reviendra, mais Raeder n'a aucune intention de revenir. Sur la route de Lviv, Trudvine se fatigue. La route est longue. La nuit est froide. Il s'endort dans le camion. Raeder attend. Son cœur bat la chamade. C'est sa seule chance. S'il est pris, il sera fusillé sur le champ. Mais s'il reste à Bełżec, il finira par être exécuté. Comme tous les Sonderkommando. Raeder se glisse hors du camion. Il se déplace silencieusement dans l'obscurité. Il atteint la périphérie de Lviv et se cache chez une Ukrainienne, une ancienne employée de sa savonnerie. Elle l'abrite au péril de sa vie. Plus tard, il est caché par une Polonaise nommée Joanna Borkowska, membre des Justes parmi les nations. Elle le garde en sécurité jusqu'à ce que Lwów soit libéré par l'Armée rouge. Rudolf Raeder est l'un des deux seuls survivants connus de Bełżec. L'autre est Chaim Hirschman, un mécanicien évadé lors de la liquidation du camp en 1943. Mais Hirschman est assassiné par des forces anticommunistes en Pologne en mars 1946, avant d'avoir pu livrer un témoignage complet. Il ne reste donc que Raeder, l'unique témoin adulte, la seule personne ayant survécu assez longtemps pour témoigner du fonctionnement de Bełżec. En janvier 1946, Raeder comparaît devant la commission centrale d'enquête sur les crimes allemands à Cracovie. Il parle calmement, méthodiquement, décrivant la disposition du camp, les chambres à gaz, la tromperie, les massacres. Son témoignage est accablant. Il est aussi d'une précision remarquable. Des enquêtes ultérieures confirmeront presque chaque détail. Il témoigne au sujet des arrivées. On leur disait qu'ils étaient dans un camp de transit. Certains ont même remercié les gardes. Il témoigne au sujet des chambres à gaz. Les chambres étaient déguisées en douches. Les victimes y étaient poussées à coups de fouet et par des chiens. Quand les portes se fermaient, ils comprenaient la vérité. Je les ai entendus hurler. Je les ai entendus prier. Et puis, le silence. Il témoigne au sujet des corps. Nous les avons sortis par piles. Des enfants écrasés sous des adultes, des mères serrant leurs nourrissons. On cherchait des dents en or, des objets de valeur, puis on les jetait dans les fosses, des milliers chaque jour. En 1946, Raeder publie un livre, Bełżec. C'est un mince volume de moins de 50 pages. Mais c'est le seul récit direct du fonctionnement de Bełżec par un survivant du Sonderkommando. L'unique témoignage de l'intérieur du processus d'extermination. Pendant des décennies, c'est la preuve principale dont disposent les historiens sur ce qui s'y est passé. La survie de Raeder a un prix. Il change son nom en Roman Robak pour se protéger de toute représaille. Il émigre en Israël en 1950, puis au Canada en 1953, s'installant à Toronto. Il témoigne à nouveau en 1960 au procès de Bełżec à Munich, aidant à condamner l'officier SS Joseph Oberhauser. Mais la portée du procès est limitée.
Oberhauser est le seul bourreau de Belzec à avoir été poursuivi. Raeder meurt à Toronto en 1977, à l'âge de 96 ans. Jusqu'à sa mort, il continue de parler de Belzec. Il refuse de laisser le monde oublier. Mais qu'est-il arrivé au camp lui-même? Qu'est-il advenu des preuves matérielles? Et qu'est-il arrivé aux hommes qui dirigeaient cette machine à tuer? Décembre 1942. Les derniers grands convois arrivent à Belzec. À la mi-décembre, les massacres s'arrêtent. Le camp est opérationnel depuis 9 mois. Pendant ce temps, environ 434 500 Juifs ont été assassinés. Près de 1600 par jour. Certains jours, 4000 ou plus. Des communautés entières de toute la Pologne, et d'ailleurs, ont été effacées. Mais maintenant, les ghettos se vident. Les déportations ralentissent et la SS a une nouvelle priorité. Détruire les preuves. De décembre 1942 au printemps 1943, le dernier Sonderkommando, environ 500 prisonniers juifs, est forcé d'exhumer les fosses communes et de brûler les corps. Le travail est insupportable. Les cadavres sont enterrés depuis des mois à divers stades de décomposition. Certains sont squelettiques, d'autres sont gonflés par les gaz. L'odeur est si accablante que même les gardes portent des masques. Les corps sont empilés sur d'énormes bûchers construits au-dessus des fosses ouvertes. Des rails posés en travers des fosses supportent le poids. L'essence et le bois alimentent les feux. Les flammes atteignent des températures assez élevées pour briser les os. Mais les os ne brûlent pas complètement. Les Sonderkommando utilisent des maillets et des broyeurs pour réduire les fragments en poudre. Les cendres et la poussière d'os sont dispersées, enterrées ou jetées dans les rivières voisines. Au printemps 1943, chaque fosse commune a été vidée. Plus de 400 000 corps ont été réduits en cendres. Les preuves physiques ont presque disparu. Ensuite, le camp lui-même est démantelé. Les chambres à gaz sont démolies brique par brique. Les baraquements sont brûlés, les clôtures retirées, les rails menant au camp sont arrachés. On plante des arbres, des lupins à croissance rapide qui masqueront le sol remué. Une ferme est construite sur l'ancien site des chambres à gaz. Un fermier ukrainien est installé et reçoit l'ordre de nier que le camp ait jamais existé. On dit aux derniers Sonderkommando, les témoins qui ont exhumé les fosses, brûlé les corps, qui connaissent chaque détail, qu'ils sont transférés à Sobibor pour de nouvelles affectations. C'est un mensonge. Ils sont chargés dans des trains en mai 1943, mais les prisonniers connaissent la vérité. Ils ont vu comment la SS opère. Ils savent ce qui arrive aux témoins. Alors, à l'arrivée à Sobibor, certains attaquent les gardes sur la rampe de déchargement. C'est un acte de résistance désespéré et voué à l'échec. Ils sont tous fusillés. En juin 1943, Belzec a disparu. Le site est méconnaissable. La ferme a l'air ordinaire. Les champs sont labourés. Pour tout passant, ce n'est qu'une ferme polonaise de plus. Rien n'indique que 434 500 personnes ont été assassinées ici. La SS a réussi, ou presque. Ils ont détruit le camp physique. Ils ont brûlé les corps. Ils ont exécuté les témoins. Mais ils ont échoué sur un point crucial. Rudolf Raeder s'est échappé. Et son témoignage survit. Mais qu'en est-il des coupables? Qu'est-il arrivé aux hommes qui ont conçu, géré et supervisé Belzec? Une salle d'audience. Munich, 1963. Le seul procès jamais tenu pour les crimes de Belzec. L'accusé, Joseph Oberhauser, l'adjudant de Christian Wirth et l'un des officiers supérieurs de Belzec. Les preuves sont rares. La plupart des témoins sont morts. Le camp a été effacé. Rudolf Raeder témoigne. Mais il est âgé, sa mémoire est remise en cause par la défense, suggérant qu'il est confus, qu'il exagère ou qu'il se trompe. Le procès révèle la difficulté de poursuivre Belzec. Contrairement à Auschwitz, où la documentation a survécu, liste de transport, plan d'architecte, dossier administratif, Belzec n'a presque rien laissé. Les nazis ont détruit les papiers, ils ont brûlé le camp,
Ils ont exécuté les témoins. Les procureurs s'appuient lourdement sur le témoignage de Raeder et sur des fragments d'enquêtes allemandes. En 1965, Oberhauser est reconnu complice de meurtre dans 300 000 cas. Sa peine ? 4 ans et demi. Il en purge une partie. Au début des années 70, il est libre. Il vit tranquillement jusqu'à sa mort. Une condamnation. 4 ans et demi. Pour 300 000 meurtres. Christian Wirth, l'architecte de Belzec, ne sera jamais jugé. Après la fermeture de Belzec, il est transféré à Trieste, dans le nord de l'Italie, où il mène des opérations anti-partisans et poursuit les déportations de juifs italiens vers Auschwitz. Le 26 mai 1944, des partisans yougoslaves tendent une embuscade à son unité près de Kozina. Wirth est tué dans la fusillade. Il est enterré à Trieste. Gottlieb Hering, le second commandant de Belzec, survit à la guerre. Il se cache sous une fausse identité. En octobre 1945, il meurt d'une crise cardiaque dans un hôpital allemand. Il n'est jamais poursuivi. La plupart des autres coupables échappent totalement à la justice. Certains disparaissent en Amérique du Sud. D'autres prennent de nouvelles identités en Allemagne même. Certains ne sont jamais capturés. Les procès sont rares, les peines légères, la responsabilité minimale. Les gardes ukrainiens se dispersent. Beaucoup sont rapatriés en Union soviétique, où ils sont exécutés ou emprisonnés comme collaborateurs. D'autres se fondent dans les camps de personnes déplacées et émigrent. Une poignée est jugée des décennies plus tard, mais la plupart échappent totalement à la justice. Le plan des nazis pour effacer Belzec réussit presque. Pendant des décennies, le site reste méconnu. Contrairement à Auschwitz, avec son musée et ses structures préservées, Belzec est un espace vide, un champ, une ferme. Les habitants murmurent à propos des trains pendant la guerre, d'odeurs étranges, mais l'histoire officielle reste muette. En 1963, un petit monument est érigé. Une simple pierre avec une inscription à la mémoire des victimes de la terreur d'Hitler. Assassiné de 1942 à 1943. Aucun nom. Aucun détail. Aucune reconnaissance de l'ampleur réelle. Ce n'est que dans les années 1990 que de sérieux travaux archéologiques débutent. Les chercheurs utilisent un radar à pénétration de sol pour cartographier le site. Ils localisent les fondations des chambres à gaz, les fosses communes, les fosses de crémation. Ils trouvent des fragments d'os, des objets personnels, des restes de l'infrastructure. Les preuves confirment le témoignage de Raeder. C'était une usine de mort. En 2004, un nouveau mémorial ouvre, conçu par des architectes polonais et américains. C'est un paysage austère de pierre et de cendres. Les visiteurs entrent par une porte ferroviaire symbolique. Ils parcourent un chemin représentant le voyage de l'arrivée à la mort. Au centre se dresse un immense champ de pierres dentelées, 17 000 au total, représentant les communautés juives détruites. Un sentier étroit traverse les pierres, faisant écho au tube. Le mémorial comprend un mur de noms, mais la plupart des noms sont perdus. Les nazis tenaient des registres minimaux. Ils ne se souciaient pas de qui arrivait, seulement de combien. Les familles font des recherches sur leur propre histoire, soumettent des noms, mais la grande majorité des victimes de Belzec restent anonymes. Une inscription se détache, tirée du livre de Job. « Terre, ne couvre pas mon sang. Qu'il n'y ait pas de lieu de repos pour mon cri. » Le sol de Belzec est sacré. Des équipes médico-légales ont confirmé que des fragments d'os et des cendres restent mélangés au sol. Marcher ici, c'est marcher sur des tombes. Le mémorial reflète cela. On demande aux visiteurs de marcher respectueusement, de comprendre que tout ce site est un cimetière. Mais les mémoriaux ne peuvent pas restaurer ce qui a été perdu. Ils ne peuvent pas rendre justice aux morts. Ils ne peuvent pas défaire le silence qui a entouré Belzec pendant des décennies. Ce qu'ils peuvent faire, c'est s'assurer que nous nous souvenions et que nous apprenions. Belzec nous force à affronter des vérités inconfortables sur le fonctionnement du génocide.
Nous parlons d'Auschwitz parce qu'il a laissé des preuves. Baraquements, miradors, voies ferrées figées dans le temps. On connaît le nom des survivants, leurs histoires, leurs visages. Auschwitz existe en photo, dans les mémoires, dans le souvenir collectif. Mais Belzec fut conçu pour ne laisser aucune trace. Aucun survivant, aucun témoin, aucune archive. Les nazis ont presque réussi. Sur 434 500 juifs assassinés, seuls quelques-uns ont survécu. Et parmi eux, seul Rudolf Raeder a vécu assez longtemps pour témoigner en détail. Un homme, un témoignage, une voix contre près d'un demi-million de silences. Cet effacement révèle le but ultime, non seulement tuer les Juifs, mais les éliminer si totalement que leur mort soit improuvable. Pas de tombe, pas de monument, pas de mémoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais Belzec révèle aussi comment fonctionne le meurtre industrialisé. Le processus a commencé par des euphémismes bureaucratiques. Réinstallation à l'Est. Des avis déguisant un massacre de masse en relocalisation. Les familles recevaient des ordres. Elles faisaient leurs valises. Elles se rendaient au point de rassemblement. Elles montaient dans les trains. Chaque étape semblait officielle, organisée, légitime. C'est ce qui a permis la soumission. La tromperie continuait à l'arrivée. Les panneaux, les paroles rassurantes, les promesses des gardes. Vous récupérerez vos bagages, coopérez et tout ira bien. Même l'architecture. Les chambres à gaz peintes en blanc ressemblant à des bains publics. Chaque détail servait un but. Calmer les victimes jusqu'à ce que toute résistance soit impossible. Ce n'était pas de la cruauté gratuite. C'était un meurtre planifié. Christian Wirth n'a pas inventé les chambres à gaz sur un coup de tête. Il a perfectionné les méthodes du programme T4. Il a étudié l'efficacité. Il a éliminé les goulots d'étranglement. Il a créé une procédure standard où 1600 personnes par jour pouvaient être tuées par 150 employés. Et le système a fonctionné car des gens ont choisi de le faire marcher. Les ingénieurs des chambres à gaz, les cheminots qui géraient les trains, les gardes qui poussaient les victimes dans le tube, les officiers SS supervisant les meurtres, les bureaucrates traitant les biens volés. Aucun n'a agi seul. Aucun ne faisait que suivre les ordres. Beaucoup étaient volontaires pour l'opération Reinhardt, attirés par les promotions, les primes et le vol. Joseph Oberhauser a témoigné que les SS à Belzec recevaient des rations supplémentaires, de meilleures conditions de vie et les objets de valeur des victimes. La participation était encouragée. Pourtant, la plupart des coupables ont échappé à la justice. Wirth est mort au combat. Hering est mort d'une crise cardiaque. Oberhauser a purgé 4 ans et demi. La grande majorité n'a jamais été poursuivie. Ils ont vécu normalement, ont vieilli, sont morts dans leur lit. L'injustice est stupéfiante, mais la plus grande injustice est peut-être le silence. Pendant des décennies après la guerre, Belzec est resté méconnu. Les historiens se sont concentrés sur Auschwitz, sur les camps documentés et avec des survivants. Belzec n'était qu'une note, une statistique, une tragédie sans nom. Il a fallu le témoignage de Rudolf Raeder pour briser ce silence, une voix unique insistant sur le fait que cela a eu lieu. Je l'ai vu. J'ai survécu pour vous le dire. Et lentement, le monde a commencé à écouter. Le 3 juin 2004, un nouveau mémorial ouvre à Belzec. Des survivants de Sobibor et Treblinka, les camps frères de Belzec, sont présents. Des historiens, des descendants. Parmi eux, une délégation de chercheurs qui a passé des années à découvrir ce que les nazis tentaient de cacher. Le mémorial est austère. Un chemin de pierre blanche mène les visiteurs de l'entrée symbolique, représentant le quai d'arrivée, à travers le tube, pour finir devant un immense tas de scories représentant le site de crémation. Le tas est fait de cendres provenant du site réel, mélangées à du béton. Vous marchez littéralement sur les restes des victimes. 17 000 pierres dentelées sortent du sol, chacune représentant une communauté juive détruite. Elles sont rugueuses, brisées, comme des dents arrachées à la terre.
Entre elles, un sentier étroit. Il faut choisir son chemin avec soin, tout comme les victimes devaient autrefois traverser le tube. À l'autre extrémité se dresse un mur du souvenir. Des noms y sont gravés, mais si peu. Sur 434 500 victimes, seule une fraction peut être identifiée. La plupart sont morts anonymement. Pas de registre, pas de témoins, pas de tombe, mais le mémorial inclut des témoignages. Des panneaux citent Rudolf Raeder, Kurt Gerstein et d'autres témoins. Leurs paroles résonnent à travers les pierres. On leur a dit qu'ils allaient se doucher. Certains ont même remercié les gardes. Le moteur n'a pas démarré pendant près de 3 heures. Les gens étouffaient à l'intérieur avant même que le gaz ne commence. Nous en brûlions des milliers par jour. Les feux ne s'arrêtaient jamais. Ces témoignages sont la résistance de la mémoire contre l'oubli. Des mots gravés dans la pierre, des voix préservées dans les archives, des preuves qui refusent de disparaître. Le mémorial a aussi une vocation éducative. Il explique l'opération Reinhardt, le nom de code du plan d'extermination des Juifs polonais. Il détaille les 3 camps, Bełżec, Sobibor, Treblinka. Ensemble, ils ont assassiné 1,7 million de Juifs en un peu plus d'1 an. Bełżec en était le modèle. Les autres camps ont perfectionné ces méthodes. Mais le mémorial pose des questions difficiles. Comment cela est-il arrivé? Comment des gens ordinaires sont-ils devenus des bourreaux? Comment des voisins ont-ils trahi leurs voisins? Comment tout un système, chemin de fer, bureaucratie, industrie, s'est-il coordonné pour effacer des êtres humains? Les réponses ne sont pas simples, mais le mémorial nous impose de les poser. Car Bełżec nous enseigne qu'un génocide ne s'annonce pas en fanfare. Cela commence en silence, par des lois qui retirent la citoyenneté, par une propagande qui déshumanise. Par des euphémismes qui masquent le meurtre, cela se poursuit par la routine. Des trains qui respectent les horaires, des camps bâtis d'après des plans, des gardes qui suivent les instructions, des bureaucrates qui classent des rapports, chacun faisant sa petite part sans jamais voir l'ensemble de la machine. Et cela triomphe par le silence. Des témoins qui ne parlent pas, des spectateurs qui n'agissent pas, des voisins qui ferment leurs rideaux, des nations qui refusent de croire. Bełżec était caché à la vue de tous. Les locaux ont vu les trains arriver. Ils ont senti la fumée. Ils savaient que l'horreur se produisait, mais ils n'ont rien demandé. Ils ne sont pas intervenus. Et dans leur silence, les massacres ont continué. Après la guerre, ce silence s'est épaissi. Les nazis avaient effacé les preuves physiques. Les soviétiques ne voulaient pas mettre en avant la souffrance juive en particulier. Ils préféraient souligner les crimes fascistes contre tous les peuples, occultant la nature ciblée de l'Holocauste. Et à l'ouest, Bełżec fut oublié au profit d'Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, des camps aux cicatrices visibles qui collaient aux récits établis. Ce n'est qu'après le témoignage de Rudolf Raeder, les fouilles des historiens et l'ouverture du mémorial en 2004, que Bełżec est sorti de l'ombre. Mais même aujourd'hui, la plupart des gens ignorent son nom. Évoquez l'Holocauste, et ils pensent à Auschwitz. Évoquez les camps de la mort, et ils pensent au Zyklon B. Bełżec, le premier camp d'extermination pleinement opérationnel, le modèle où les méthodes ont été élaborées, reste largement méconnu. C'est pourquoi le souvenir compte. Pas seulement pour honorer les morts, mais pour comprendre le processus. Pas seulement pour pleurer, mais pour apprendre. Parce que Bełżec nous l'enseigne. Le mal n'a pas besoin de monstres. Il a besoin de routine. Il a besoin d'obéissance. Il a besoin de silence. Et il a besoin que nous oublions. Quand nous nous souvenons de Bełżec, nous résistons à cet oubli. Nous affirmons que 434 500 vies comptaient. Nous veillons à ce que le courage de Rudolf Raeder n'ait pas été vain. Nous prouvons que même quand les nazis ont tenté d'effacer toute trace, ils ont échoué. Parce que nous nous souvenons. Parce que le témoignage survit. Parce que la vérité refuse de mourir.
En 1946, Rudolf Raeder a comparu devant un tribunal polonais. Il avait 65 ans, maigre, épuisé, hanté. Il avait survécu à Bełżec grâce à son habileté, à la chance et au courage de ceux qui l'ont caché. Et maintenant, il parlait. « Je suis ici pour témoigner », a-t-il dit. « J'ai vu les chambres à gaz. J'en ai sorti les corps. Je les ai brûlés sur les bûchers. Je sais ce qui s'est passé à Bełżec et je ne me tairai pas. » Pendant les 31 ans qui suivirent, Raeder a tenu cette promesse. Il a témoigné lors de procès. Il a publié son récit, a répondu à chaque question, revécu chaque horreur pour que le monde sache ce qui s'est passé dans cette forêt du sud-est de la Pologne. Il est mort en 1977, parlant encore, se souvenant encore, refusant toujours que Bełżec soit oublié. Aujourd'hui, Bełżec est à la fois un mémorial et un avertissement. Ce qui s'est passé, ce n'était pas un accident, c'était orchestré. Des choix faits par des individus, des ingénieurs qui ont conçu les chambres à gaz, des gardes qui y ont poussé les victimes, des bureaucrates qui ont planifié les trains, des dirigeants qui ont donné les ordres, et les choix de ceux qui n'ont rien fait, qui ont vu les trains, senti la fumée, entendu les rumeurs, et ont choisi le silence. Bełżec nous enseigne que le génocide exige à la fois des auteurs actifs et des complices passifs, des systèmes et du silence, de la tromperie et de la complaisance. Mais il nous enseigne aussi que la résistance est possible. Raeder s'est échappé, il a témoigné. Il a veillé à ce que la vérité survive, même quand les nazis ont tenté de l'enterrer sous des fermes et des lupins. Son témoignage résonne à travers les décennies. Cela s'est produit. C'était réel. 434 500 Juifs ont été assassinés ici en 9 mois. Et nous ne devons jamais oublier. Parce que l'oubli est ce que les nazis voulaient. Ils ont démantelé le camp. Ils ont brûlé les corps. Ils ont exécuté les témoins. Ils ont planté des arbres et construit des fermes. Ils ont tenté d'effacer Bełżec de l'histoire, pour faire comme si ces 434 500 personnes n'avaient jamais existé. Ils ont échoué. Pas parce que les preuves physiques ont survécu. La plupart non. Pas parce que justice a été rendue. Elle ne l'a pas été, en grande partie, mais parce qu'un homme a refusé de se taire. Et grâce à son témoignage, Bełżec perdure. Aujourd'hui, quand vous visitez Bełżec, vous marchez sur une terre sacrée. Vous marchez sur les cendres de plus de 400 000 personnes. Vous vous tenez là où se trouvaient jadis les chambres à gaz. Vous suivez le chemin du tube où des familles ont fait leur dernier pas. Et vous vous demandez, aurais-je pris la parole? Aurais-je résisté? Aurais-je vu les signes avant-coureurs et agi? Ce ne sont pas seulement des questions historiques. Elles sont d'actualité. Car les mécanismes qui ont permis Bełżec, déshumanisation, processus bureaucratique, silence systématique, existent toujours. Des génocides ont suivi. Cambodge, Rwanda, Bosnie, Darfour et au-delà. Les méthodes changent. Les lieux changent, mais le schéma se répète. Bełżec nous rappelle que cela peut se reproduire. Les conditions peuvent revenir. Là où les gens sont déshumanisés, où les systèmes transforment la souffrance en statistique, où le silence permet la violence. Mais Bełżec nous rappelle aussi ce qui brise le cycle. La mémoire, le témoignage, le refus d'oublier. Rudolf Raeder l'avait compris. C'est pourquoi il a témoigné. C'est pourquoi il a publié son récit. C'est pourquoi il a passé des décennies à insister. J'ai vu, j'ai survécu, et je ne vous laisserai pas oublier. C'est son héritage, et c'est notre responsabilité. Si cette histoire vous a ému, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous voir rejoindre notre communauté. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des récits plus puissants, des voix plus oubliées et plus de vérité sur le passé. Alors si vous croyez que ces histoires comptent, cliquez sur s'abonner et continuons ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire.
Nous lisons tout le monde et aimons connaître vos avis. À la prochaine, continuez d'explorer l'histoire avec Épiquoire. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.